voyons donc que c'est ça, c'est le perron d'église, ben oui. Hey, on a un petit perron d'église à saveur olympique canadienne qu'on vous a envoyé sur les réseaux sociaux. Et bon, la question qu'on avait pour vous, pour ce perron d'église, ben, c'était la suivante. On vous demandait en fait vos aspirations pour l'équipe canadienne. On vous demandait, bon, quelles sont vos attentes? Tu sais, ben, je pense qu'on s'entend qu'on a à peu près toutes les mêmes attentes pour cette équipe-là. Et sur Facebook, il y a Charles Harvey qui nous dit Connor McDavid, tout en majuscule avec un point d'exclamation, The Golden Goal for Canada. Donc, lui, c'est vraiment là, 2010 Vancouver, là, on va revivre ça la semaine prochaine. Quand même un copier-coller d'il y a à peine un an aussi, là. Ah, c'est un fait. Ouais. C'est un fait, mais quand même, oui, mais les 4 nations, il n'y avait pas de médaille d'or. C'était juste le gagnant du tournoi. Mais là, la médaille d'or. Donc, Charles Harvey s'attend à un match fort en couleur pour une équipe canadienne qui sera menée à la victoire par Connor McDavid en prolongation. Et ensuite, sur Facebook, toujours, Yohan Labbé qui a dit Gold ou rien, une grosse machine qui va encore s'améliorer d'ici la grande finale et certainement avec ce qu'on a vu chez les gardiens de but aussi. Je pense que présentement, ça va bien. Est-ce la défensive, ou est-ce qu'on parle même de l'œuf et la poule, que l'un mène au bon succès de l'autre? Et on a aussi d'ailleurs notre collègue, ami Manuel Villeneuve, qu'on salue, qui lui me dit aussi que bon, il y a une hot take, aussi se l'est encore aujourd'hui, là, avec le troisième match qui est passé. Mais comme quoi, on a le trio qui est composé des 3 meilleurs joueurs au monde. Les gars, déroulons le tapis rouge. Qui sont les 3 meilleurs joueurs au monde? C'est moi sur NHL 14, probablement Ben Bishop sur HUT dans NHL 15, puis probablement Adam Banks dans les Mighty Ducks 1. All right. Maintenant que ta joke est passée, Félix, on va y aller avec toi si tu pour avoir une réponse sérieuse. Hey, mais on parlait tantôt des top 5 pointeurs du tournoi, là, ben ça tombe bien, on va retourner dans cette guide-là. Connor McDavid, premier choix au total. Nathan McKinnon, premier choix au total. Macklin Celebrity, premier choix au total. Au début du tournoi, McKinnon était sur au centre du deuxième trio avec Nick Suzuki-Allen. On va revenir sur Suzuki dans quelques minutes d'ailleurs. Mais on revient un peu sur McKinnon était sur son trio. Celebrity était à l'aile de Connor McDavid, lui, sur le premier trio. Et John Cooper, dans le deuxième match, celui contre la Suisse, a décidé, en fin de première période à peu près, a fait « Attends un petit peu, c'est vrai, je peux juste mettre les 3 ensemble puis juste arrêter de faire quoi que ce soit parce qu'ils vont s'occuper du reste. » Et comme de fait, ça a pris 0.7 secondes avant que ces 3 gars-là se mettent à faire de la magie sur la glace ensemble. C'est extrêmement impressionnant de voir ces 3 gars-là ensemble. Tu sais, McDavid, Celebrity, la connexion était bien depuis le début du tournoi. Puis d'ajouter McKinnon, sérieusement, c'est pas juste pour le reste de la ligue. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis je reviens au take de Manu. Écoute, sur le coup, quand il m'a parlé de tout ça, McDavid et McKinnon sont les 2 premiers. Je pense que ça, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Moi, celui que j'avais encore un petit doute, c'est Celebrity. Parce qu'il y a quand même Nikita Kucherov qui est là, qui est tellement un joueur talentueux. Puis, ça reste un sacré joueur de hockey, Nikita Kucherov. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Puis, si j'ai à gagner un match aujourd'hui, je pense encore que je prends Kucherov sur ce trio. Par contre, plus j'y repense depuis qu'on a parlé de ça, c'était vendredi soir, fait que ça va vrai 48 heures de ça, que ça marine dans mon cerveau, puis j'y réfléchis. Puis le match aujourd'hui, je veux bien que c'était contre la France, ok? C'est beau, c'est la France, là, ça aurait été insultant qu'ils les ramassent pas, là, mais j'y repense, puis Celebrity est vraiment pas loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que Celebrity, dans la LNH, je reviens aux Olympiques, là, mais dans la LNH, là, Celebrity est à 83 points, je crois, en ce moment. Et le deuxième qui a le plus de points chez les Sharks, qui, on le rappelle, sont une équipe qui cogne à la porte des séries avec John Klingberg comme défenseur numéro 1. Le deuxième meilleur pointeur de cette équipe-là en a 39. Tu sais, ce gars-là fait tellement... Il est en train d'amener une équipe de bras cassés avec... Bon, Will Smith est quand même bon, là, mais il amène une équipe de presque bras cassés en série. Honnêtement, presque à lui seul.
On a longtemps parlé à Montréal comme quoi Suzuki a porté ce club-là sur ses épaules et les amenait en série à lui seul l'an passé. Mais Suzuki avait Caulfield, Suzuki avait Slav, Suzuki avait Lennon, Suzuki avait Matheson. Il y avait quand même du monde avec lui. Celebrini a Will Smith qui rêve avec lui. Fait que c'est extrêmement impressionnant ce qu'il fait. Puis je pense que des fois, il faut remettre ça en perspective. Puis de voir sa performance dans ce tournoi-là. Les gars, ce gars-là a 19 ans. Il est à 2 ans pour s'acheter une bière aux États-Unis. Il joue avec Connor McDavid, Nathan McKinnon, et il n'a pas l'air fou. Encore mieux que ça, non seulement il n'a pas l'air fou, c'est clairement celui qui est le plus désigné pour faire sortir le meilleur de ces deux gars-là. C'est tellement impressionnant. Puis, tu sais, encore une fois, je pense que je reste sur l'avis que Kucherov est encore légèrement un meilleur joueur pour compléter ce trio-là, dans le sens où, oui, Celebrini est plus responsable défensivement, il est un centre et tout, mais bon, McDavid, McKinnon, ça sait jouer au centre, ça sait jouer défensivement. Tu mets Kucherov avec eux autres, les gars marquent littéralement à chaque présence, ça n'a aucun sens comment ça n'arrête pas. Mais Celebrini, sincèrement, est en train de s'établir assez clairement. À 19 ans aux Olympiques, il est dominant à ce point-là. Il est en train de s'établir comme assurément l'un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue, incluant les défenseurs, là, un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Et de plus en plus, il pousse pour une place dans le top 3. Je pense que dans un an, là, on pourrait avoir on pourrait se dire comment on a pu possiblement hésiter. Ce gars-là est définitivement dans le top 3. Et peut-être, moi, la question que je me suis bien posée, peut-être que dans 4 ans, là, quand on va regarder l'équipe Canada aux Jeux Olympiques, là, le gros nom, ce ne sera pas McKinnon, ce ne sera pas McDavid, ça va être Macklin Celebrini. Dans 4 ans, ça pourrait réellement être ça. Je vais encore faire quand même l'apôtre de Nikita Kucherov dans ce débat-là. Ouais. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le meilleur joueur de la Ligue à la pause olympique, ce n'est pas Connor McDavid, ce n'est pas Macklin Celebrini, c'est Nikita Kucherov. Et moi, ce qui m'impressionne, deux choses c'est moi ce qui m'impressionne, 2 arguments pour Nikita Kucherov. Premièrement, c'est un ailier. T'sais, on dira ce qu'on voudra, un centre a beaucoup plus d'impact sur un match qu'un ailier. Je ne sais pas si vous avez vu le Lightning jouer dans les dernières semaines. Club qui est possiblement, arguably, le meilleur club de la Ligue nationale. Et oui, même devant Colorado. Cette équipe-là est carried par un ailier. Imagine ce qui pourrait avoir l'impact que Nikita Kucherov pourrait avoir si c'était un joueur de centre. Ce gars-là est un ailier. Et encore plus, pour Nikita Kucherov, ce gars-là a déjà 32 ans. Tu sais, c'est pas un petit jeune fringant de 21-22 ans qui fait sa place dans la Ligue. Ce gars-là est déjà à la deuxième moitié de sa carrière et depuis la mi-novembre, run sur un pace de 2 points par match depuis la mi-novembre avec le Lightning de Tampa Bay. 77 points en 37 matchs. J'ai tellement hâte. Dans 7-8 ans, mettons. Là. On va se reparler là, d'ici, mettons, 2035, mettons. Là. Quand Nikita Kucherov va être à la retraite, les discussions de sa place dans le ranking des plus grands joueurs de tous les temps. Cette discussion-là va être malaisante. Il y a du monde qui n'aimeront pas ça. Mais Nikita Kucherov est peut-être, si on devait faire un Mount Rushmore des alliés depuis de notre vivant, mettons, là, depuis l'instauration du cap salarial, Alexander Ovechkin est 1, avec aucun doute. Tu peux me sortir un argument que Nikita Kucherov va être 2e devant un cheveu devant Patrick Kane. Oh non, il est bien en avant de Patrick Kane. Bien en avant. Pour l'instant. Patrick Kane, il ne montrera pas. Patrick Kane, il ne montrera pas. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que depuis bon, on va se faire honnête, là, on va dire 2018, Patrick Kane, ça va un peu en descendant. Kucherov, c'est drôle, lui, c'est à l'inverse. Bon, oui, vous me direz, ils ont quelques années de différence, les deux. Ils ont quand même, je pense, c'est 5 ans de différence ou 4 ans de différence de repêchage. Il y a 5 ans de différence, là, vraiment. Oui, c'est ça, mais Kucherov, c'est drôle, mais depuis qu'il a 30 ans, ce gars-là, on dirait qu'il ne fait que s'améliorer, mais en même temps, je pense que c'est un produit aussi de la Ligue nationale qu'on a où il y a plus de points qui se marquent, il y a plus de points qui se marquent. Patrick Kane, pour du hockey, on va dire de 2007 à 2018, c'est, je veux dire, un gars qui met 100 points en 2016,
Il n'avait Non, pas à c'est- troller c'est- comme aujourd'hui, tu sais. Il y a des ajustements pour les époques, ça c'est clair Ben là-dessus. oui, Mais bref. écoute, là n'est pas le débat. Moi, je fais juste Non. dire que je comprends que McLean Celebrini d'ici 2 ans, gros maximum, 2 ans, c'est dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais je donne encore cette place-là à Nikita Kucherov. Encore pour l'instant. C'est pas faux. Il y a encore là, des gens là, qui blâment sur les réseaux sociaux de pourquoi ce gars-là n'a pas gagné le Calder. Ah, Len Hutton a juste été meilleur. D'ailleurs, c'est pas le seul joueur des Canadiens qui a fait couler de l'encre durant ce tournoi olympique, mais le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, a fait certainement jaser. Pas pour les raisons les plus excellentes chez les partisans de hockey en ligne. Déjà, bon, avant le tournoi, on n'était pas trop sûr où est-ce que Nick Suzuki allait jouer. Je sais pas si c'est Alexandre Gascon qui disait ça un petit peu à joke parce que John Cooper, qui est l'entraîneur de l'équipe canadienne, qui a mentionné comme quoi, hey, moi, je vois toute la même gang des journalistes qu'à Montréal. Puis, bien sûr, le seul joueur qui n'était pas encore 100% sûr de ce qu'il allait faire avec, en raison d'une certaine versatilité, là, mais qui ne savait pas où trop placer Nick Suzuki. Mais bon, le fait qu'il n'explose pas offensivement, qu'il a, bon, en quelque sorte, coûté un but à McKinnon, Félix, il s'attire les mauvaises ardeurs des partisans canadiens en ligne. Écoute, je sais qu'on a parlé de la versatilité, puis John Cooper, puis l'équipe canadienne en a beaucoup parlé aussi, mais je pense qu'on voit quand même que la versatilité, la polyvalence de Nick Suzuki a ses limites. Ce gars-là, à l'aile, n'est clairement pas le même joueur qu'au centre. Puis, tu sais, on dit que c'est tout à fait facile pour un centre de jouer à l'aile, c'est pas facile pour un allié de jouer au centre. C'est pas si facile que ça pour un centre de jouer à l'aile, surtout quand tu joues au centre depuis des années, puis t'as pas joué à l'aile depuis des années. Ça change le positionnement. Tu sais, t'es habitué d'être au centre de Cole Caulfield, là, tu te ramasses à l'aile de Nathan McKinnon, puis c'est sérieux, ça change quand même. C'est pas du tout le même style de jeu, puis oui, offensivement, c'est pas un grand tournoi pour Nick Suzuki. Il a marqué quand même un but dans le premier match, mais depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas difficile parce que ça reste qu'il est pas invisible. Épouvantable. Il joue pas mal. C'est juste que tu le remarques pas. C'est ça, mais puis au moins, il y a quand même un impact défensif. Ça reste le grand favori pour le Selkie, puis ça reste un gars qui joue bien défensivement en ce moment. Mais tu sais, quand tu es sur cette équipe-là ou sur le top 6 offensif, on parlait de ce fameux trio de la mort-là avec Celebrini, McKinnon et McDavid. Là, t'arrives sur le deuxième trio, puis c'est sûr que Suzuki, après ça, ben, c'est presque un peu fade. Là, c'est moins excitant que le premier trio. Fait que je pense que tout le monde souffre un peu du fait que ce premier trio-là est tellement bon que tout le reste a l'air un peu plus ordinaire. Mais non, c'est pas un excellent tournoi pour Suzuki jusqu'à maintenant. C'est pas la fin du monde, comme je dis, c'est un gars qui a un impact. Là, il y a Brad Marchand qui va revenir à l'alignement pour le prochain match. Puis, il y a un gars qu'il faut qu'il saute. Je serais très surpris que ce soit Suzuki qui saute son tour. Je pense pas qu'on est rendu à ce point-là, mais ça reste quand même un gars qui, contrairement à, disons, Seth Jarvis, par exemple, qui lui est extrêmement rapide, Bo Horvat, qui est un gars de confiance sur les mises au jeu, en ce moment, Suzuki n'a pas vraiment trouvé le moyen de se rendre indispensable. Puis, c'est un peu ça, on parlait de la polyvalence. L'expression en anglais, le Jack of all trades, master of none, il est capable de faire un peu de tout, mais en ce moment, il n'est pas vraiment excellent dans quoi que ce soit, j'ai l'impression. Puis, j'ai l'impression que c'est ce qui lui coûte cher en ce moment. Oui, c'est un bon gars défensif, puis on commence à le voir en désavantage numérique. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il est un peu pris dans ce rôle-là. On essaie de l'utiliser un peu à toutes les sauces, puis il n'y a pas grand-chose qui... On dirait qu'il c'est comme plus... Il n'y a plus de repères, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, ça y joue dans la tête plus que ce qu'on pense. Et dernière chose que je veux dire là-dessus, Suzuki, on le voit à Montréal depuis des années, c'est un des meilleurs joueurs de ligue en avantage numérique. Depuis le début de l'an dernier, il n'y a que Connor McDavid et Leon Draisaitl qui ont plus de points en avantage numérique que Nick Suzuki. Et on ne l'utilise sur aucune des deux vagues avec le Canada. Je comprends bien que tu ne le mettras pas sur la première vague, même si, bon, j'ai un petit peu de misère avec Sam Reinhart sur la première vague, là, ça ne m'excite pas exactement, mais bref. En tout respect pour Mark Stone, là, qui est un gars extrêmement important, qui joue des bonnes minutes dans les avantages numériques, je pense qu'en tant que société, on est passé par-dessus le besoin d'avoir Mark Stone sur une vague d'avantages numériques avec le Canada. Je pense qu'il y a une place
pour Suzuki sur cette unité-là. Mais peut-être que ça l'aiderait à prendre un peu confiance, mais là, j'ai l'impression qu'on lui demande de faire trop de choses en même temps, puis il arrive comme pas à comprendre. Une présence, ouais, joue à l'aile de McKinnon, va marquer des points, la présence d'après, ok, va tuer une pénalité. Puis là, je pense que c'est comme beaucoup, puis il arrive comme pas à trouver comment s'amener pour connaître du succès dans ce tournoi. C'est un peu le downside de ces Olympiques-là. C'est tellement un tournoi qui est rapide, tu n'as pas beaucoup de matchs, tu as tellement de compétition à l'interne parce que oui, Nick Suzuki est le Jack of all trades à Montréal, il thrive, ça c'est clair et précis. Mais tu sais, quand tu as un joueur devant toi qui, mettons, Sidney Crosby, mettons, que lui est probablement l'exemple premium de savoir tout faire sur la patinoire, même jouer en désavantage numérique, ben c'est là que tu te dis que peut-être les projecteurs, ça va être plus difficile à les avoir sur toi. Puis, on savait depuis le début des Olympiques, on l'a dit, Nick Suzuki, ça va être un genre de gars, ça va être l'équivalent de O-line sur une équipe qui va au Super Bowl. Le moins que t'en parles, le mieux que c'est. Tu sais, je pense pas que Nick Suzuki a eu l'air fou sur certains jeux, mais je pense que juste le fait qu'on, tu sais, qu'il est invisible, qu'on le remarque pas trop sur la patinoire, c'est peut-être pas tant une mauvaise nouvelle tant que ça, mais c'est clair qu'en ce moment, tu vois un gars comme Seth Jarvis qu'on l'a inséré dans le deuxième match du tournoi olympique, puis il a trouvé un moyen de se servir de cette vitesse-là pour se démarquer puis de jouer un excellent match. Je souhaite 100% pour un gars qui rentre comme 13e attaquant. Quand même, Seth Jarvis, il faut quand même donner son chapeau là-dessus. Mais écoute, si Nick Suzuki peut sauter un match, moi, ça fait mon affaire, là. Tu sais, on se rappellera, il va y avoir 25 matchs en genre 48 jours au retour de la pause olympique pour les équipes de la Ligue nationale. Tu sais, c'est à peu près un match aux 2 jours, là. Alors, Oliver Kapanen qui joue pas une sacrament de minutes avec la Finlande ou presque, puis Nick Suzuki qui joue sur une 4e ligne des avantages numériques, pourrait peut-être sauter un match là-dessus. C'est vrai que c'est poche en ce moment, mais ça pourrait peut-être payer d'ici la fin de la saison. Fait que stressons pas avec ça. Pour le Canadien. Mais bien sûr. Pour les Canadiens de Montréal et non pas les Canadiens du Canada. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu Montréal dans les derniers jours avant les Olympiques, mais on take over partout où on passe dans les arénas. Là. Fait que Montréal est Canada's team. Fuck it. C'est passé au fait qu'il y a eu Olé aussi après quand Nick Suzuki a marqué aux Olympiques. Je me doute que c'était pas juste des fans du Canadien qui étaient là, mais que le Olé parte juste après le but de Suzuki, il y avait quand même un beau petit moment là-dessus des fans de Montréal. Et je pense que c'était la Suisse aussi. Il y avait un chant que tu entends au soccer, mais qu'on entend aussi à Montréal, c'est « Allez, allez, allez ». Mais tu sais, avec le CF, on entend toujours « Montréal, Montréal, allez ». Mais tu sais, c'est pas exclusif au CF Montréal, là. On sait très bien. C'est juste fantastique. Donc, la suite des choses avec ce tournoi olympique, les gars, j'ai tellement hâte de voir ce qui lancera. On va définitivement continuer de suivre ça toute la semaine.